Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, bienvenue Alexis Merci pour beaucoup. cette talk. Merci infiniment. Je vais être accompagné pour cette soirée avec mon fidèle compagnon de route, Pablo Triamarco. Hein, On a mis un petit temps à se souvenir de son nom, mais d'accord. Non, mais voilà, il y avait un feeling. Voilà. Alexis, donc merci d'être parmi nous ce soir. On va parler théâtre, on va parler création, on va parler cinéma, on va parler un petit peu de tout ça. Mais je pense qu'avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos étudiants ? Bien sûr, bonjour à tous, je m'appelle Alexis Michalik, j'ai 40 ans depuis le mois dernier, ça me déprime un peu, mais c'est la vie. J'ai fait principalement des spectacles en tant que metteur en scène, auteur, et j'ai aussi réalisé 2 films, le premier qui s'appelle Edmond et le deuxième qui s'appelle Une histoire d'amour, qui sont tous les deux adaptés de 2 de mes pièces de théâtre. Mon prochain film sort dans quelques mois, et à la base j'étais comédien et je le suis encore, donc j'alterne entre toutes ces activités. On peut dire que je suis un peu un creative people, et donc je pense mériter ma place sur ce fauteuil. Eh oui. Alors, on va essayer de passer cette émission au travers de 4 étapes de la conduite de projet créatif. Sans t'en dévoiler davantage, on va passer tout de suite, parce qu'on est sur un rythme hyper chaud, on va passer sur l'immersion. Ok. Alors, dans l'immersion, on essaye de parler toute la genèse qui précède l'idée. Donc, c'est les recherches, c'est tout ce que tu peux établir comme bibliographie quand tu t'attaques à un projet. Qui précède l'idée ? Qui précède l'idée. Parce que dans un cadre qui est celui qui est le nôtre... Déjà, moi, je suis pas d'accord. On va pouvoir échanger sur le sujet. Mais quand par exemple, tu attaques une pièce, est-ce que tu fais des recherches avant ? Est-ce que tu D'abord, j'ai l'idée. Tu as l'idée, voilà. Mais Donc, dans notre ensuite, cas... tu fais les recherches. Oui, mais dans notre cas, nous, on a des briefs le plus souvent, tu sais. Parce que quand on est en agence de publicité, on a des briefs. Ouais. D'accord ? Donc le brief précède l'idée. Ah oui, mais vous cherchez une idée qui est une commande. Une réponse, exactement, qui est une commande. Moi, la différence, c'est que je n'ai aucune commande. Exactement. Je suis maître de mes idées, puisque tous les spectacles que je crée sont simplement issus de ma propre envie. Et donc, à aucun moment, je vais avoir à répondre à un client. Tout à fait. Donc, je suis mal placé pour parler de ce processus-là, puisque à chaque fois qu'on me propose une commande, au final, j'abandonne. Ok. En revanche, je peux vous parler du processus de recherche qui vient de ma propre idée. Alors, allons-y. Voilà. Moi, ça dépend déjà de l'œuvre, enfin du domaine, puisque évidemment, Edmond, ça va pas être la même chose qu'Intramuros. Intramuros parlant de la prison, c'est contemporain, etc. Et Edmond, ça parle du 19e siècle, du théâtre. Donc sur Edmond, l'idée, voilà, Edmond Rostand qui va écrire Cyrano, les recherches, tout ce qui peut traiter de cette époque-là, du 19e siècle, du théâtre, d'Edmond Rostand lui-même, des biographies, de Sarah Bernard, de tous les gens qui touchent autour. Voilà, des bouquins, du Wikipédia, Gogo, etc. Intramuros, contemporain, la prison, tout ce qui peut traiter de la prison. Enfin voilà, concrètement, c'est se renseigner sur l'univers de ce qu'on va aborder, quoi. Exactement. Mais quand tu fais cette démarche, tu vas sur place, par exemple pour la prison. Est-ce que tu allais visiter des prisons ? Est-ce que tu as échangé avec des gens qui avaient d'ailleurs ce passé carcéral ? Est-ce que tu tu vois des films beaucoup ? Tu prends des notes ? Tu commences un petit peu à égrener comme ça quelques indices qui te semblent intéressants à traiter. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, tout peut se faire virtuellement, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais allé en prison et c'est ce qui a créé l'idée, c'est que je me suis retrouvé à aller faire une intervention en prison et donc rencontrer des détenus et donc découvrir ce que c'est que le passage en prison, les grilles qui s'ouvrent, etc. Et c'est ce qui m'a donné un peu l'idée du décor et du concept et de l'idée, quoi. Mais après, le reste, tout peut vraiment se faire en recherchant. Par exemple, pour mon roman, Loin, qui est une histoire d'aventure qui traverse plusieurs pays et plusieurs époques, à chaque fois, à chaque chapitre, à chaque fois que j'abordais un nouveau pays ou une nouvelle époque, je vais pas y aller, mais par contre, sauf si j'y suis déjà allé, je vais me servir de mes souvenirs, etc. Mais en revanche, je vais essayer de faire comme si j'y étais allé, quoi. Donc, je vais
à la fois partir sur une recherche historique sur le pays, mais aussi sur des choses plus contemporaines, plus anodines, comme par exemple aller sur Instagram et aller chercher, aller taper les noms de certaines villes ou certains villages et de voir les paysages et d'aller regarder certains restaurants de la ville et puis en fait regarder ce qu'ils mangent et puis écouter de la musique et puis regarder des vidéos sur YouTube de gens voilà, qui vont faire des trucs. Je veux dire, par exemple, je me souviens sur la Géorgie, j'avais trouvé une vidéo de 3 nanas qui chantaient une chanson géorgienne sur une route et en fait en regardant ça, il y a beaucoup de choses qui apparaissent qui sont pas dans Wikipédia quoi. Où on se dit ah bah ok, il y a une ambiance. C'est du sensible, c'est ça, c'est du sensible. Pas que du sensible, c'est plein de petits détails qu'on va choper à droite à gauche quoi. C'est ah d'accord, c'est ce type de bouffe qu'ils mangent, ah d'accord, c'est ce type d'ambiance, c'est ce type de musique, c'est ce type de tradition, c'est ce type de ruralité, le décor, enfin c'est tout qui va nous nourrir quoi. Et selon le thème, évidemment, chaque truc que je vais lire au sujet sur le sujet va parfois m'apporter quelque chose. Ma dernière pièce, je viens d'écrire une nouvelle pièce qui est, on va dire, sur le thème des migrants. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur les migrants, sur la jungle de Calais, sur l'immigration, sur tout ça. Et puis quand je lis, souvent en fait on est en train de rechercher son idée quoi, et puis il va y avoir des éléments qui vont nous sauter aux yeux et c'est ça qu'on va stabiloter et c'est ceux qu'on va utiliser et qui vont nourrir notre créativité. Et après comment tu t'organises justement entre ces différentes choses que tu pioches? Est-ce que du coup tu as, je sais pas, je prends des notes quoi, oui, au fur et à mesure je prends les notes des éléments les plus importants, enfin moi je vais concrètement est-ce que du coup c'est, je sais pas, un classeur, un concrètement un scénario en fait, et on va dire que je fonctionne à peu près de la même manière pour une pièce ou quoi que ce soit, c'est d'abord une idée qui tient sur une phrase, et puis ensuite on fait évoluer cette idée pour que ça devienne un synopsis court qui tient sur un paragraphe, et puis ensuite je vais faire évoluer ce synopsis court pour que ça devienne quelques pages, et puis sur ces quelques pages il va y avoir plein de notes éparses que je vais prendre justement au fur et à mesure de mes recherches, plein de notes, et puis à un moment je vais ordonner ces notes pour pouvoir essayer de raconter quelque chose. Faut savoir que moi je passe beaucoup par l'oralité, c'est-à-dire que je vais pas simplement écrire, je vais aussi à un moment quand je commence à avoir une histoire en tête aller la raconter à la fois à des amis mais à la fois voilà à des professionnels, mes producteurs, des amis auteurs, etc., des gens qui vont des pitchs, mais c'est pas juste un pitch quoi, ça peut être plus long qu'un pitch, c'est vraiment raconter l'histoire, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure selon l'avancée de notre histoire, et puis en fait en la racontant ça structure un peu l'esprit sur ce que je veux dire quoi en fait, et puis si je sais raconter une histoire, si je sens que en face la personne elle est happée, c'est que je la raconte de la bonne manière. En revanche, si je lui dis là je sais pas trop ce qui va se passer ou que je vois que je la perds, je me dis bon là je sais qu'il faut que je retravaille ce passage jusqu'au moment où je suis capable de raconter mon histoire de A à Z avec et là il se passe ça et du coup il se passe ça et du coup il se passe ça et à la fin il se passe ça. Voilà. Mais ça veut dire qu'en gros tu répètes cette histoire jusqu'à ce que tu l'aies en bouche, oui, mais elle évolue à chaque fois. Elle évolue, oui. Elle évolue, et en fait, justement, en la racontant, on se rend compte des problématiques. C'est la meilleure façon de se rendre compte des problématiques. C'est mieux que de l'écrire. Parce qu'on a un public directement en face. On a quelqu'un qui rebondit et on voit si ça fonctionne ou pas, quoi. Donc, cette oralité, elle est très importante. Et puis surtout, ça structure le récit. Et après, on commence le vrai boulot. Faut savoir que moi, comme j'ai pas justement de délai, de rendu, de projet, etc., il y a 2 phases. Il y a la phase de maturation et la phase d'écriture. La phase de maturation, on va dire que c'est ce qui part de l'idée jusqu'au moment où je me mets vraiment à écrire le scénario ou la pièce. Cette phase de maturation, elle peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans pour Edmond. Ça peut être vraiment... j'ai pas vraiment un besoin de finir, donc ça va durer jusqu'au moment où je suis capable de la raconter, jusqu'au moment où j'ai ma fin, mon début, mon commencement, où c'est vraiment structuré. Et une fois que c'est structuré, je me dis bon allez, maintenant je rentre dans la phase d'écriture vraiment où il va y avoir des dialogues, etc. Et là on passe d'un espèce de synopsis long de quelques pages à une pièce ou un film, et donc une vraie version, une vraie V1 quoi. D'accord, donc il n'y a pas d'aller-retour entre justement cette oralité et l'écrit. C'est du coup beaucoup oral, avec une chose qui évolue dans ta tête avant d'être... Toute la phase de maturation, c'est vraiment principalement oral, et c'est aussi laisser reposer le truc, et puis 1 mois plus tard, j'y repense, et puis tout d'un coup, il y a de nouveaux trucs qui apparaissent. Je vais aussi... moi, je fonctionne beaucoup. Je suis pas du tout visuel. Je suis je suis zéro en visuel. En revanche, je suis vraiment sur le rythme, le récit, et du coup, qui dit rythme dit musique. Donc, quand je commence à travailler sur quelque chose, je vais aussi très vite chercher
une playlist, des musiques qui vont dans le sens de ce que je veux raconter et qui me semblent aller avec ce que je veux raconter. Et en écoutant ces musiques, ça va aussi beaucoup influencer ma créativité. Parfois, je vais tomber sur une chanson où je vais me dire, bon, bah ça, c'est vraiment telle scène et je vais l'écouter 20 fois. Et en même temps que je l'écoute, je vais être en train de réfléchir à la scène et ça va se construire et l'émotion va arriver. Alors, est-ce que tu te sers de ces tips pour, par exemple, construire le personnage avec les comédiens ou imposer une scène, un rythme vis-à-vis d'une scène? Non. Le personnage, il arrive au moment où les dialogues arrivent, quoi. C'est vraiment l'histoire avant tout, quoi. L'histoire. Et puis, une fois que j'ai mon histoire et que je commence à écrire et que je commence à écrire mes dialogues et que je commence à écrire, là, dans les dialogues apparaît la personnalité du personnage. Alors, pour peut-être illustrer ce propos, on a récupéré quelques séquences du porteur d'histoire. Ça tombe bien dans l'enchaînement. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as travaillé cette pièce? Bon, là, c'est une bande-annonce. Donc, le théâtre filmé, c'est toujours un peu nul parce que ça rend pas bien, quoi. Oui. C'est pas fait pour être filmé, c'est fait pour être vécu. C'est d'ailleurs ce que je vais vous raconter quand on va demander des extraits. Mais donc là, forcément, on voit pas grand-chose, quoi. Le porteur, c'est assez particulier parce que la forme en soi est très particulière, puisque il y a quasiment rien, pas de décor. Enfin, il y a rien, quoi. Il y a un mur et des costumes. Et le principe, c'était que toute la scéno allait être faite de lumière et de costumes, quoi. Donc, justement parce que on traverse des époques différentes, des décors très différents. On passe du Palais des Papes d'Avignon au XIVe siècle à l'Algérie des années 2000, aux Ardennes des années 80. Et donc, justement, c'était avant tout l'histoire qui était au centre de tout. Et c'est précisément un spectacle que j'ai raconté avant de le créer, que je racontais aux acteurs. Je leur ai dit, voilà, je vais pas l'écrire tout de suite, je vais d'abord vous raconter cette histoire, et puis après on va le créer au plateau. Donc je leur ai raconté, et en le racontant, en fait ça devenait de plus en plus précis. Et ensuite on s'est mis au travail, et j'avais écrit quelques scènes, mais qui étaient, on va dire, les scènes qui sont dans la partie d'époque. Puisque, quand même, à ce moment-là, c'est plus difficile d'improviser sur un texte que je voulais plus littéraire. Donc j'ai écrit certains dialogues de la partie plus ancienne. Et par contre, toute la partie contemporaine, on l'a créée au plateau avec les comédiens en improvisant. Alors, il faut prendre ce terme avec des pincettes parce qu'improviser, ça veut aussi dire je sais pas où je vais. Moi, c'était pas du tout ça. C'était la scène va raconter ça. Et, toi, tu vas jouer tel personnage. Toi, tu vas jouer tel personnage. Et puis, tu vas arriver, tu vas dire ça. Et à la fin de la scène, tu vas sortir, etc. Donc, ils savaient où ils allaient. Il n'y avait pas un truc de allez-y, proposez-moi des choses. Et puis après, ils attaquaient et on cherchait effectivement les dialogues au plateau. Et je les faisais recommencer. Je leur suggérais des choses. Je leur disais non, là, dis pas ça. Commence pas en disant bonjour. Trouve autre chose à dire. Et puis, au fur et à mesure, en fait, à force de répéter, il y a un texte qui apparaît. Il y a un squelette qui apparaît, en fait, même alors même qu'il n'y avait pas de texte au début, le fait de reprendre, il y a quelque chose qui se crée. Et la grosse différence, c'est que la mise en scène n'est pas assujettie au dialogue. La mise en scène se crée en même temps que les dialogues. Et à la fin de la scène, à la fin du travail, on va dire qu'on avait passé 2 heures à travailler sur une scène, on enregistrait au dictaphone, et puis moi je rentrais, je mettais tout ça sur papier, et à ce moment-là, je réécrivais pour que ça ait un sens et que ça ait une cohérence, et qu'il y a parfois du gras, qu'on élague, etc. Et donc on avait un texte le lendemain. Et c'est une méthode que j'ai utilisée aussi sur Intramuros. Mais que j'ai pas utilisé à chaque fois. Sur Edmond, c'était écrit totalement. Sur le Cercle des Illusionnistes aussi. Sur Une histoire d'amour aussi. Donc ça dépend. Il faut que ça colle avec le sujet, avec l'envie. Et puis voilà, ça dépend des spectacles. C'est parfait parce que le deuxième extrait qu'on voulait montrer dans le cadre de l'immersion, c'était Edmond. Est-ce qu'on peut envoyer quelques images ? Alors, moi, j'étais dans la salle. Je l'ai vu 2 fois, le spectacle, tellement c'était top.
il y a effectivement, on a la sensation vraiment d'une création écrite. Et tout à la fois, ce qui est assez virtuose, c'est le déplacement des décors, la manière d'interagir effectivement sur ces décors en mouvement. Est-ce que cette idée du décor t'est arrivée, c'était initié du concept de la pièce, ou est-ce que, parce que c'est en fait un hommage aussi au théâtre ou Bon, ça c'est un peu, ça se retrouve un peu dans tous mes spectacles. Il y a toujours des décors qui bougent, qui arrivent, qui repartent. En fait, ça vient. Encore une fois, moi, comme je suis pas quelqu'un de visuel, c'est pas le décor qui vient en premier. Ce qui vient en premier, c'est l'histoire. Et l'histoire, dans Edmond particulièrement, est très cinématographique, puisque c'était à la base un scénario que je développais. On n'arrivait pas à le financer. Finalement, je l'ai adapté au théâtre, et puisque la pièce a marché, on a pu faire le film. Mais donc, c'était très cinématographique. C'était plusieurs séquences assez courtes qui se suivent, avec beaucoup de séquences, et donc des décors qui changent complètement d'une scène à l'autre. Donc, moi, j'ai une obsession qui est le rythme, comme je disais, et je veux surtout pas qu'il y ait un ennui au théâtre, et je pense que l'ennui vient du manque de rythme. Dès qu'il y a des acteurs qui parlent, et où il y a une pause entre chaque réplique, moi je décroche tout de suite. Donc il faut que ça colle, il faut que ça aille vite, il faut que ça enchaîne. Et pour que ça enchaîne entre deux scènes très très différentes, donc une qui se passe chez Honoré au bistrot, et la deuxième qui se passe au théâtre, et la troisième qui se passe chez Edmond, et la quatrième qui se passe... en fait il faut changer les décors de manière rapide et fluide. Et donc pour moi le pire ennemi, c'est on termine une scène, on fait baisser le rideau et on remonte le rideau. C'est l'enfer, on sort tout de suite de la pièce, puisque nous, notre cerveau, il est habitué à voir des séries, des films, et au cinéma, ça enchaîne direct. Donc le but, c'est que au niveau de ce qu'on entend, ça enchaîne immédiatement. Donc on termine une scène, et puis on a la réplique d'après qui commence. Donc même si le décor n'est pas encore en place, il faut que, à l'oreille, ça enchaîne. Et donc pour que ça fonctionne, en fait, je me suis rendu compte que le spectateur n'est pas du tout choqué par voir un déplacement de décor à vue, ça ne le dérange pas. Pourquoi ? Parce qu'on est au théâtre, et donc la convention théâtrale ne le dérange pas. Et ça le dérange d'autant moins si c'est joli, ce qui se passe. S'il y a un sentiment de chorégraphie, si on a l'impression que les choses partent, et puis qu'en fait, notre cerveau, il est tellement habitué aujourd'hui, d'autant plus à suivre une histoire qu'il entend, à la radio, podcast, n'importe quoi, et puis même sur son téléphone, et puis en même temps on regarde un film et on est en train de faire autre chose. Donc il est tellement habitué que s'il entend l'histoire, s'il entend le dialogue continuer, lui dans sa tête il fait le travail, il fait le lien. Il fait le lien, et c'est de la même manière que dans le porteur d'histoire, quand il y a des scènes, donc il y a 5 tabourets et des lumières, et pourtant quand on sort du porteur d'histoire et qu'on dit est-ce que vous vous souvenez de la scène où il décolle en avion ? Parfois, quand je faisais un bord plateau, je disais il est comment l'avion ? Et chacun a un avion dans sa tête, chacun a un cimetière dans sa tête, chacun se projette sur un décor. Et pourtant, il n'y a pas de décor. Mais c'est justement l'un des avantages du théâtre sur le cinéma, c'est que en fait, c'est le pouvoir de l'imaginaire. On évoque l'imaginaire. Et donc, si on le fait bien, si les acteurs sont bons, en fait, ils nous font croire au décor qui n'existe pas autour d'eux. Oui, tu avais dit dans une interview d'ailleurs que le théâtre, c'est l'évocation, alors que le cinéma, c'est le réel qui est au sujet. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'adaptation théâtre-cinéma. C'est la séquence conception. Et juste par rapport au changement de décor, etc., est-ce que tu étais inspiré par le travail d'Ariane Mouchkine ? J'étais inspiré par Ariane Mouchkine, j'étais inspiré par plein de metteurs en scène d'ailleurs, mais Peter Brook aussi dans le côté dans les purs, parce que c'est toujours très très simple. Ariane Mouchkine, c'est des énormes décors, c'est une énorme troupe, il travaille énormément, donc moi j'ai pas autant de gens et autant de moyens qu'Ariane Mouchkine, mais il est évident que ce côté chorégraphie, ça m'a inspiré aussi. En fait, j'ai piqué des trucs à plein de metteurs en scène, et puis c'est souvent ce qu'on fait quand on crée quelque chose, c'est la somme de nos inspirations. Bien sûr. Bon, on a raté le lancement, mais on va la refaire. Pardon. Non, parce que Mouchkine ayant fait du cinéma aussi. Mais c'est super bien. Le Molière, c'était super. Alors, on regarde un peu quelques images de l'adaptation. Donc, au départ, c'était un film, qui ensuite est devenu une pièce, et qui ensuite est redevenu un film. Voilà. Alors, on a un succès phénoménal parce qu'il y a plein de Molière qui tombent.
encore une pièce qui se joue encore aujourd'hui. Donc il y a un attachement aussi du public. Et donc toute l'idée, c'est de dire comment je peux éviter de trahir ce qu'ils ont vu au théâtre, ce qu'ils ont apprécié au théâtre. Donc cette question de rythme, tu l'as retrouvée aussi au montage? C'est pas exactement ça, parce que là, pour le coup, c'était un scénario à la base dans ma tête, et ça fait 10 ans que moi, c'était un film. Donc j'avais vraiment le film en tête. C'était plutôt l'adaptation, elle était plutôt théâtrale. C'était le moment où je me suis dit, il faut que je le fasse au théâtre. Là, j'ai dû y réfléchir. Mais le film en soi, c'était très clair. C'était le film que je voulais faire. Par contre, il a bénéficié du passage au théâtre, puisque effectivement, le texte, notamment, j'ai pu me rendre compte, ça je peux couper, ça je peux couper, ça. Et mon sujet, c'est vraiment le triangle amoureux, etc. Donc, en fait, j'avais une grosse confiance sur le film, puisque j'avais bénéficié de toute la pièce, et j'avais que, entre guillemets, à filmer tout ça et à le rendre. En tout cas, je voulais parler du théâtre sans que ce soit ennuyeux. Donc, j'avais envie de le filmer de manière très toujours avec une caméra qui bouge, qui vole, qui se balade. Donc c'est 90% de steadicam. Et puis voilà. Donc dans ma tête, j'adaptais pas la pièce, quoi. Je faisais le film que je voulais faire depuis 10 ans. Et du coup, c'était reprendre le scénario et l'adapter. Le scénario avait déjà été adapté au théâtre, donc effectivement, quand j'ai repris, c'est très très proche de la pièce. Vraiment, le texte est quasiment le même. Il y a quelques petites variantes pour le rendre justement plus cinématographique, mais vraiment, c'est très proche de la pièce. D'accord, donc t'es parti de la pièce. Enfin, t'es pas retourné. Mais la au pièce, scénario. j'étais parti du scénario. Donc concrètement, j'avais pas vraiment tout ce que j'avais fait. Le gain du scénario à la pièce, c'est que j'avais vachement élagué mon 5e acte et j'avais recentré sur ce triangle amoureux, il y avait plein de choses, et puis j'avais théâtralisé un petit peu, mais en fait en soi cette théâtralité elle n'était pas choquante au cinéma, quoi. Il y avait une petite voix off au début et à la fin, mais à part ça le reste c'était quasiment tout est joué, quoi. Il y a pas des choses très 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 théâtrales dans Edmond, justement parce que c'est l'adaptation d'un scénario. Alors ton rapport à l'image, tu dis que t'es pas forcément visuel, hein, ce sont tes mots. Quand même, quand on voit Edmond, il y a quand même des séquences qui sont très clairement visuelles. Il y a de la neige qui tombe, il y a le petit réverbère, il y a quand même 2-3 effets de mise en scène, je dirais purement cinématographique, hein, tu en parlais. Quel est ton rapport du coup, comment tu bascules quand tu es réalisateur de cinéma? Parce que tu as quand même un combo, tu as un retour. Déjà je m'entoure. Oui. Déjà je m'entoure d'une équipe, parce que effectivement j'ai un chef déco qui me fait des super décors, je vais avoir un chef op, je vais avoir tous ces gens qui vont m'aider à créer le film visuellement. Mais vraiment je suis nul, quoi. Vraiment tout doit être au service de l'histoire. Moi, tout ce que je peux faire, c'est diriger des acteurs, amener un rythme, créer. Et puis après, c'est chercher un langage cinématographique, parce que c'est pas la même chose de raconter un film que de raconter une pièce. Évidemment, c'est pas pareil. Mais disons que moi, je vais beaucoup arriver sur place et ensuite utiliser le décor, et puis une fois que je suis là, voir et faire, quoi. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer, là il va falloir un plan qui va arriver là, c'est très compliqué. Bon, heureusement sur Edmond c'était quand même un gros film, donc j'avais les moyens de pouvoir faire des choses qui matchaient sur mon imaginaire, mais moi en tout cas j'ai la sensation d'être nul visuellement, mais voilà, si c'est pas le cas, tant mieux. Il y a une grande place aussi de la musique dans le film. Bien sûr, c'est le même compositeur, la musique au théâtre et au cinéma, donc effectivement c'était un peu une continuité logique. C'est Romain Trouillet, il était parfait pour ça, il sait vraiment gérer un orchestre, donc mais encore une fois, il y a beaucoup de similarités entre la musique du théâtre et la musique du film. Il y a assez peu de changements. Il y a un côté un peu presque hollywoodien, je trouve, dans la musique. Pas en termes négatifs, mais... Romain, c'est vraiment quelqu'un qui fait je crois que son compositeur, vraiment, c'est Danny Elfman, le compositeur de Tim Burton, et il a vraiment cette sonorité-là, donc c'est très américain, très merveilleux, très... Dès qu'on parle de magie, de quelque chose d'un peu magique, c'est vraiment le compositeur idéal pour ça, quoi. Il va être moins, c'est moins son domaine d'être dans un truc très contemporain, brut, un peu. Mais par contre, dès que c'est orchestral, c'est un génie. Du coup, c'était la musique de la pièce de théâtre. Et est-ce que, au moment de tourner, etc., est-ce qu'il y a eu des moments où tu l'as passé, par exemple, ou tu as passé la musique sur le plateau, ou des choses pour... sur le film ? Ouais, pour activer un peu des... En répétition, ouais. En répétition, pas mal. Quand on répétait, effectivement, j'amenais de la musique, parce qu'il faut savoir qu'on l'a répété comme une pièce, quoi. On était... tous les acteurs étaient censés vraiment être au cordeau sur le texte. En plus, c'est quand même il y a des alexandrins, des vers, etc. Donc, il faut vraiment... Ça improvisait pas, quoi, sur le plateau. Donc du coup...
en répète, je leur mettais souvent la musique pour qu'ils aient une idée du timing et puis parfois de l'émotion, puis parfois, mais par contre pas sur le plateau, non. D'accord. Vas-y. Et c'était les répétitions, du coup, c'était de longues répétitions, tu dis Pas tant. On s'est vu quelques fois. On a un peu répété avec les trois principaux, Tom Leb, Thomas Oliveres et Lucie Boujna, mais non, c'était correct. On a plus répété sur le film d'une histoire d'amour que que là-dessus, quoi. Et au niveau du choix des comédiens, parce que entre la pièce et le film, il y a évidemment des comédiens un petit peu différents. Je peux imaginer aussi que pour certains producteurs, c'était important d'avoir peut-être quelques acteurs. Non, ou toi, même pas. Libre de ton casting. J'ai été très très libre de mon casting, mais il se trouve que les acteurs de la pièce étaient en tournée à ce moment-là, donc c'était une tannée pour les récupérer. À part Jean-Michel Martial, qui lui s'était déjà fait remplacer, donc il avait un alternant, donc du coup il a pu venir faire Monsieur Honoré, et puis il se trouve que le rôle lui allait tellement bien que ça m'arrangeait bien. Et pour les autres, moi j'avais de toute façon prévu d'avoir d'autres acteurs. Dans la pièce, il y a 12 acteurs qui jouent 40 rôles. Dans le film, il y a 40 acteurs qui jouent 40 rôles. Donc de toute façon, il aurait fallu d'autres acteurs. Et puis voilà, donc c'était le jeu de chercher qui allait incarner chacun de ces personnages. Moi, ça m'a pas... Enfin voilà, j'en dormais bien la nuit, quoi. Parce que comme je m'imaginais le film avant d'imaginer la pièce, j'avais d'autres acteurs en tête à la base, quoi. Et l'idée de se mettre soi-même en scène, parce que tu joues dans tes pièces, tu joues dans les films. Comment pas dans toutes mes pièces, mais dans certaines. Comment tu passes cette étape? Pour toi, c'est la même chose, ça fait partie du... Non, mais ça c'est autre chose. Je sais, on va dire qu'à partir du moment où je sais ce que je veux, ça va, je peux m'en sortir. Au théâtre, c'est presque plus naturel parce que je connais bien l'outil théâtral, donc j'ai une idée assez claire de ce que ça va rendre, et donc le plus dur étant les transitions, mais à partir du moment où on a un peu un œil extérieur et qu'on filme les transitions et qu'on repart, ça fonctionne, quoi. Au cinéma, en revanche, c'est plus... là c'était sur Edmond, c'était cool, j'avais 5 jours, c'était sympa, et puis Fédo, c'était marrant, quoi. Sur Une histoire d'amour, vraiment, c'était un rôle plus important, et j'avais plus de boulot, et surtout, c'était vraiment beaucoup de scènes d'émotion, et on avait moins de temps que sur Edmond. On a fait 42 jours de tournage, Une histoire d'amour, on a fait 30 jours de tournage pour 54 décors, ce qui est énorme. C'est énorme. Ouais, c'était très rythmé, et on n'avait pas de marge, et donc le plus dur, c'est vraiment d'essayer de se trouver, parce que quand on est acteur et qu'on joue une scène d'émotion, on essaie de se trouver une petite bulle d'intimité pour rentrer un peu, et pour arriver à... Bon, là, il n'y avait pas de bulle, hein, clairement, il fallait y aller, et puis dès que je terminais de tourner, on passe au 75, on est obligé de sortir tout de suite de son personnage et de son émotion pour revenir sur le côté genre, faut que je vois ce qu'on filme. Mais... l'acteur, son but, justement, un acteur, il s'adapte, et donc en fait, au début, je me suis vraiment dit tant pis, je serai mauvais, et puis et puis en fait, au bout de quelques jours, on commence à trouver la grammaire et le chemin, et s'y adapter, et en fait, on prend le rythme du truc, et on se dit faut juste que je sois dans ma bulle 3 secondes, et après c'est parti. Et puis j'espère que le résultat ça allait, mais à part quand il y a vraiment un truc à aller chercher d'émotion, toutes les scènes de comédie, etc., c'était assez cool, quoi. Parce que je suis acteur depuis 22 ans, donc je connais un peu le métier, et du coup entre action et coupé, juste je fais l'acteur, quoi. D'ailleurs, en tant que comédien et metteur en scène, comment tu distinguerais le travail de comédien, en fait, entre les planches et le... Comment quoi Comment tu distingues le travail du comédien entre les planches et le... Entre le théâtre et le cinéma ? Au théâtre, il faut parler un peu plus fort, la grosse différence, c'est qu'au théâtre, on joue tout d'un coup, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute l'histoire pendant 2 heures ou 1 heure et demie, on raconte toute l'histoire. Donc on vit toutes les émotions en chronologie réelle. Donc justement, quand c'est une pièce avec beaucoup d'émotions, ça nous porte, et au théâtre aussi, on entend la musique, donc on est porté par la musique, on est porté par le moment, c'est l'instant, c'est éphémère, et on entend le public, donc on a aussi l'apport du public, que ce soit en comédie ou en quelque chose de plus dramatique, on l'entend rire, on l'entend pleurer, on l'entend être avec nous, quoi. On sent quand un public n'est pas là, on sent quand un public est là à fond, on sent qu'on entend une mouche voler, alors qu'au cinéma, il n'y a pas de public.
Donc, et puis c'est pas dans l'ordre des choses, donc il faut qu'on joue des bouts de scène pas dans l'ordre chronologique. Donc c'était marrant. Bon, il y a peu d'acteurs qui ont vécu ce que nous on a vécu, à savoir jouer au cinéma les rôles qu'on a joués au théâtre et qu'on a créés au théâtre, et en plus que comme j'ai réécrit pas mal de scènes, il y a des scènes du film qui sont pas dans la pièce et vice versa. Donc il y avait des scènes qu'on découvrait, c'est comme si on découvrait une partie de notre personnage qu'on a créé. Et des décors qu'on connaît, hein, on les a joués au théâtre et puis on les a imaginés au théâtre, et là on arrive et c'est les vrais décors. Et puis donc il y avait certaines scènes où c'était marrant, quoi. On se retrouvait dans la scène et on disait mais là normalement il y a la scène d'après ça continue, quoi. Hein, et je suis porté par l'émotion de la scène d'après, et là non, là elle est pas là elle va être tournée dans quelques jours, quoi. Donc c'était marrant, quoi. C'était un peu différent. Est-ce que tu as des stratégies justement de l'intérieur pour mobiliser des choses? On se fait notre bulle. Après, bon voilà, c'est une histoire qui nous traversait pas mal et qu'on portait beaucoup, donc on n'avait pas trop de mal à rentrer dedans. Et puis le cinéma, c'est aussi quand on se retrouve dans le réel. Donc quand on s'est retrouvé à faire la scène du mariage où c'est William qui marie sa sœur symboliquement au théâtre, c'était dans un cadre où on imagine qu'ils sont dans une maison de campagne, et sur le tournage on l'a fait en Corse, dans une vraie maison de campagne, complètement dans la campagne avec des potes, etc. Et c'était super beau, quoi, parce qu'on y est, on est là, et c'est comme un vrai mariage. Donc forcément on ne peut que être traversé par des émotions réelles, puisqu'on y est, quoi. Et puis en plus c'est nous, on est vraiment potes dans la vie. Enfin, il y avait un truc un peu fou, quoi. Voilà, mais sinon et puis voilà, plein de scènes où on avait des émotions qui naissaient aussi liées à ce qu'on avait traversé nous et à ce qu'on vivait à ce moment-là au cinéma. Enfin bon, c'est le propre du comédien, quoi. Et tu te sers un peu de l'équipe? Comment? Est-ce que tu te sers de l'équipe comme spectateur, entre guillemets? A priori, s'ils rigolent, on refait la prise. Donc il vaut mieux pas. Non, mais non, pas vraiment. Est-ce que leur concentration sur le plateau est... Disons que, en tout cas, moi personnellement, en tant qu'acteur, je faisais beaucoup confiance, puisque j'avais pas le temps d'aller vérifier la prise, en fait. Donc, je faisais confiance au regard de la chef-op, je faisais confiance au regard de la script, je faisais confiance au regard de l'assistante script. Quand je terminais une scène et que j'avais besoin d'avoir un peu un premier retour, c'était vers elle que je me tournais, quoi. Alors, bien, pas bien, je la refais. Parfois, elle me disait un truc, ok, bon, vas-y, on y retourne. Ce serait bien quand même d'avoir un gros plan. Bon, vas-y, on fait un gros plan. Alors, je les écoutais parce que c'était les premières à assister au truc, et puis parfois on me dit c'est top, bon très bien, ok, allez, on passe à la suite. Voilà, c'était plus leur regard à elle, c'était pas plus on fait un sondage auprès de l'équipe mais et puis voilà, au cinéma c'est comme ça, on est obligé un peu de se concentrer sur notre bulle, on peut pas demander à chacun son avis, de toute façon il n'y a pas le temps, quoi. Non, sans te demander l'envie, est-ce qu'il y a une sorte d'énergie, tu vois, c'est pas pareil, vraiment c'est pas pareil, c'est pas pareil, et c'est marrant, c'est une réponse que m'avait fait une des gamines que j'avais auditionné pour la pièce, parce que la pièce, comme il y avait un enfant de 12 ans, elles grandissent, donc il y en a, je sais pas, 10, 12 qui ont joué la pièce, et je me souviens d'une des petites que j'avais auditionnées qui avait genre 10 ans, et qui lisait, qui était super, et je lui dis alors, t'as envie de faire la pièce? Elle dit oui, vraiment, et elle avait fait quelques tournages, je lui dis pourquoi? Elle me dit tu sais, sur les tournages... il n'y a pas vraiment de public, il y a l'équipe, mais bon, ils sont concentrés, ils font leurs choses, j'ai envie de me confronter vraiment à un public. Elle avait 10 ans. J'étais là, ok, super. Et voilà, quoi. Et donc, et c'est vrai, sur les tournages, tout le monde est concentré sur son truc, quoi. En fait, ils ont tous un truc à faire. Ils sont pas là pour juste regarder la performance des comédiens, sinon c'est qu'ils font pas leur boulot, quoi. Et en termes de convention de jeu, de convention de jeu, est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre théâtre et cinéma? Oui, la voix, quoi. Enfin, voilà. Ouais, principalement. Je veux dire, après, quand on est acteur, a priori, on peut jouer au théâtre et au cinéma. Au théâtre, c'est juste qu'on parle plus fort et on essaie de faire en sorte qu'on nous entende, quoi. Mais au cinéma, oui, on baisse, c'est de l'intime, et le micro est là pour venir nous chercher. Donc, on cherche quelque chose d'hyper réaliste, voilà, comme dans la vie. Et au théâtre, c'est pas tout à fait réaliste. Il faut qu'on trouve ce réalisme, mais avec la convention du théâtre, quoi. Mais non, oui, c'est deux choses différentes. Mais a priori, un acteur, s'il sait jouer au théâtre, il sait jouer au cinéma et vice versa, quoi. L'approche du montage sur Edmond, comment t'as franchi cette étape-là? Parce que bon, on sait que au théâtre, on fait des répétitions, puis après c'est la séquence, on y va. Là, le montage, il y a des rushs, il y a des changements de plan, il y a des rythmes aussi à donner.
C'était très intéressant parce que ma monteuse sur Edmond, elle a commencé à travailler dès le début du tournage. Ouais. Et donc, elle m'envoyait un peu des résultats de scène au fur et à mesure, dans les week-ends, etc. Et en fait, ça a fini par m'influencer parce que je me rendais compte que ce qui a pas mal changé, c'est que des fois, je terminais un peu, j'allais assez vite et donc je terminais un peu en avance et je disais, bon, allez, on fait un autre plan, on fait un plan large, on fait un plan serré ou un plan large en général. Je me Genre disais, histoire de se couvrir non, on a le temps, quoi. Ouais. On a le temps, on est tous là. Allez, je vais faire un autre plan. Et je me disais, bon, je sais pas si je vais l'utiliser au montage. Et en fait, elle l'utilisait au montage. Et le fait de le voir utiliser au montage, je me disais, ok, ça m'encourage à continuer à chercher des valeurs de plan que dans ma tête, je suis pas sûr d'intégrer parce que moi, je fais un peu mon montage dans ma tête sur le plateau, quoi. D'ailleurs, vraiment, on est en train de filmer. Je me dis, bon, on va commencer par ça. Ok, très bien, c'est clair. Et en fait, finalement, parfois, la monteuse, elle me surprend par une proposition et je me dis, ah, ok, d'accord. Donc, ça m'a encouragé à aller chercher d'autres plans. Par contre, sur une histoire d'amour, là, ça a été. Mais le montage sur Edmond a été très rapide. Vraiment, tout le monde était assez d'accord sur la première version en disant bon, ça marche, on avance, quoi. Sur une histoire d'amour, ça a été beaucoup plus laborieux et vraiment, j'ai découvert qu'on pouvait réécrire un film au montage, quoi. Ah oui. Ouais, on a passé 1 an au montage, on a fait 25 ou 26 versions avant d'arriver à la version finale qui va sortir. La première version, enfin pas la première, mais la 6e, 7e version, ça durait 1h50. Moi, j'étais très content du film. Et puis la version actuelle, elle dure 1h30. Donc on a coupé 20 minutes de film, ce qui est beaucoup. Oui. Beaucoup de scènes, beaucoup de transitions, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, pour arriver à quelque chose de très, très cut, quoi, très rythmé. Oui, très rythmé, et qui au final est le même rythme que la pièce, puisque la pièce dure un peu moins d'1h30. Donc, et t'es satisfait du coup de cette durée-là je suis satisfait. Non, j'ai l'impression que de version en version, c'était mieux quand même. Mais moi, j'étais satisfait à la version 6. C'est simplement qu'on a des retours, la production, la distributeur, etc. Et puis c'est dur, parce qu'il faut y retourner. Et puis il faut se dire, oh, ça va, vous êtes content là, bon. Et puis ils disent non, mais là, ce serait bien que tu coupes ci, tu coupes ça. Et puis bon, évidemment, il faut faire le tri dans les retours parce que tout le monde a un avis et il n'y a qu'un seul réalisateur, quoi. Donc au final, il faut être capable de savoir les choses auxquelles on tient et les choses auxquelles on peut dire bon, d'accord. Et faut choisir ses batailles, quoi. Mais effectivement, quand je retournais en salle de montage et que je disais bon, bah vas-y, essaye, coupe ça. Vois ce que ça donne. Ah, bon, c'est vrai, c'est mieux. Bon, d'accord. Et donc, effectivement, de fil en aiguille, quand il y a 10 personnes qui disent la même chose, on finit par se dire, ils ont peut-être raison, quoi. Il y a peut-être un problème. Ils n'ont pas forcément raison, mais en tout cas, ils mettent le doigt sur un problème qu'il faut résoudre, quoi. Et on l'a montré beaucoup de fois, et puis des fois, on faisait venir une sorte de projo-test, mais maison, quoi. On faisait venir des gens qui n'avaient pas vu la pièce, qui n'avaient pas vu le film, et voilà. Et à la fin, vraiment, on leur disait, bon, qu'est-ce qui va pas? On leur disait même pas, alors ça vous a plu, etc. C'était vraiment, dites-nous des trucs durs, dites-nous des trucs méchants. Voilà, et moi j'étais dans la salle en train d'entendre ça, et quand on arrive à la version 15 et qu'on se dit, ah, cette fois-ci vous allez être content, et puis qu'ils font genre, bah, je sais pas, des fois j'aimerais bien. Il y avait des gens vraiment, parfois, lambda, qui n'étaient pas forcément, qui avaient 20 ans, 21 ans, un couple de nanas qui nous dit, ouais, moi j'aime bien au théâtre, des fois, qu'on nous explique pas tout. Je suis là, ah, chier, ils ont raison. Et voilà, et puis le lendemain, bah, je commence à couper des répliques, et puis je me dis, bah, c'est peut-être mieux en fait. Et puis en fait, le film commence à trouver une tonalité, et commence à trouver. Voilà, c'est vraiment une nouvelle. Il y a vraiment 3 phases d'écriture, quoi. Il y a l'écriture, il y a le tournage, et il y a le montage. Et on peut faire dire une chose très différente à un film. Et moi, ça a été une grosse leçon, parce que pour le coup, sur une histoire d'amour, c'est pas comme si c'était un film que j'avais prévu de faire, c'était vraiment une pièce que j'avais prévu de faire en pièce. Et j'avais pas du tout prévu de faire le film. Et comme tout le monde m'a dit, c'est un film, il faut que tu en fasses un film. J'ai fini par me dire, bon, bah, on va essayer. Et donc j'ai adapté, et puis j'ai commencé à essayer de m'éloigner du théâtre, mais vraiment, quand je voyais le montage, je le voyais qu'il y avait une théâtralité, il y a des choses qui passaient au théâtre, il y a des vannes qui passaient au théâtre. Et c'est pas comme Edmond, parce que Edmond, c'est 19e siècle. Donc Edmond, c'est forcément quelque chose de très écrit. Là, quand c'est un truc contemporain, quand c'est trop écrit, bah, ça fait théâtre, quoi. Et donc j'ai enlevé des trucs qui pourtant sont des vannes qui marchent hyper bien au théâtre, et je sais que c'est vraiment des vannes fortes, quoi. Et puis des rendez-vous, et là au cinéma, ça marchait pas, et j'entendais le public, ça marchait pas, et puis j'ai remplacé par des regards, et puis en fait, bah, le film trouvait sa tonalité qui n'est pas tout à fait celle de la pièce, quoi. Alors, on va passer à la 3e partie déjà. C'est tout. C'est la formulation. On va te proposer un exercice peut-être dans lequel tu n'es peut-être pas forcément très à l'aise, mais c'est pas grave. On va parler des affiches. Ouais. On va démarrer par les 2 affiches d'Edmond.
On est ici dans une école qui fait aussi des arts graphiques. Et est-ce que tu peux nous parler de ces deux affiches qui sont vraiment deux partis pris complètement différents? Bah, celle-là, c'était vraiment, on a eu plein de propositions sur la pièce et on était vraiment d'accord sur rien. Et puis à un moment, on a fini par se mettre d'accord sur celle-là qui me plaisait parce que déjà, je voulais pas que ce soit un truc un peu trop ringard, quoi. J'aimais bien celle-là parce que effectivement, c'est vraiment Edmond. Effectivement, il y a le côté le nez qui amène l'idée que ça va peut-être être une comédie quand même. Je trouve que la typo est très moderne et donc ça fait pas justement un vieux truc ringardos. Voilà, au final, c'est quelque chose c'est une affiche qui me convenait, on va dire. Et dans sa déclinaison, il y a vraiment un soin apporté au visuel. On a vu plein de déclinaisons, des formats dans tous les sens, etc. Mais à chaque fois, il y a vraiment une vraie volonté de conserver ce visuel intact dans la mise en page, etc. Même quand il y a au théâtre, si vous voulez, le truc c'est que déjà, quand on a la chance d'avoir une pièce qui marche, il faut que le visuel soit imprimé et reste le même, quoi. Si on change d'affiche en cours, c'est un peu bizarre, quoi. Bien sûr. C'est comme si tout à coup, en fait, on perd notre meilleur argument. Après voilà, des fois on peut sur les producteurs par exemple, on a pris le parti pris de dire voilà, on va essayer de changer complètement l'affiche tout le temps et d'amener le plus possible les acteurs, qu'on voit de plus en plus les acteurs, et donc puisque c'est vraiment un show, c'est pas tout à fait la même chose qu'Edmond. C'est un travail de troupe, la troupe change tout le temps. Là sur les producteurs, en fait on a envie de mettre en avant notre troupe, et donc au fur et à mesure on essayait d'amener des photos de chacun sur chaque nouvelle version d'affiche. Il y a des nouveaux acteurs, et comme c'est un gros show, on savait qu'on allait avoir beaucoup d'affiches, donc les côtés un peu roman photo, quoi. Ça va venir, c'est ça? Oui, on l'a sélectionné. Il y a déjà Edmond le film, ouais. Et il y a Edmond le film. Alors, j'adore cette affiche, je trouve qu'elle rend hyper bien. On a eu plein de projets d'affiches. Celle-là, c'était vraiment ma préférée. Je la trouvais élégante, classe. J'adore le rouge du rideau qui amène le théâtre. Je trouve que ça amène la destinée, le personnage qui va finir par écraser son auteur. Hein. Si tout le monde connaît Cyrano, peu de gens connaissent Edmond. Donc ça a amené le côté, vous connaissez tous Cyrano. Maintenant, on va vous parler de l'homme derrière Cyrano, le succès, les roses, et en même temps... le poids des responsabilités de toute une troupe, etc. Je la trouvais très élégante, cette affiche. Ah, mais c'est une affiche qui est super bien composée, qui raconte déjà beaucoup de choses. Est-ce que, pour le coup, c'est une affiche narrative, tout comme d'ailleurs la précédente, mais dans un autre cadre. Cette approche un peu différente, alors que l'histoire est la même, tu es tout à fait à l'aise avec ça. Tu donnes des partis pris, par exemple, tu proposes, tu dis est-ce qu'on pourrait plutôt explorer telle ou telle image? Rarement, ça m'arrive. Sur une histoire d'amour, on n'a pas encore. Vous n'avez pas encore l'affiche. L'affiche est là. Enfin, on n'a pas l'affiche pas du film. Mais pas du film. Ouais. Mais sur l'affiche du film, vraiment, ça a été un. Oui, on avait des photos qu'on avait prises au mariage, et donc ils ont fait toute une déclinaison de photos avec des photos du mariage où on est très beau, où les filles sont très belles, il y a des fleurs dans les cheveux, etc. Et j'étais là, c'est pas du tout le film, quoi. Donc je leur ai vraiment dit au bout d'un moment, je leur ai dit non, mais repartez d'autres choses, allez chercher des styles, des bouts du film, et essayez de trouver une affiche avec un montage d'images, avec plein de photos, parce que je pense que le film d'une histoire d'amour raconte plusieurs histoires qui sont entrecroisées, et c'est ce qu'on en retient, et donc ce serait dommage de le limiter à... Donc ça, c'est la pièce, une histoire d'amour. La première affiche qui m'avait fait envoyer, c'était parce que William, donc mon personnage de William, c'est un auteur qui dans la deuxième partie est alcoolique, et il m'avait mis un verre avec du whisky, et mais j'ai dit, mais c'est déprimant, personne va aller voir ce spectacle, en fait. Il faut qu'on ait envie d'aller voir un spectacle. Et en plus il y a de l'humour dans une histoire d'amour, et en plus il y a de l'amour, il y a quelque chose de chaleureux, même si on parle de sujets très durs. Il faut pas qu'on dise c'est plombant, les gars, vous allez voir, c'est déprimant. Et en plus le sujet n'était pas l'écrivain et l'alcool, le sujet c'est justement ces personnages. Donc je leur ai dit, mais vous voulez pas aller trouver des petits personnages, un peu des figurines, et puis vous les foutez sur un texte. Et donc il y aura, il y a William, la petite, au fond le fantôme, les deux femmes qui s'engueulent, et puis le fait que ça parle d'écriture. Donc il y a tout qui est dit, et en même temps on peut pas savoir tant qu'on l'a pas vu, quoi. Et une fois qu'on l'a vu, on peut reconnaître un peu ces figures-là, puisqu'on comprend que c'est les 5 figures de la pièce. Mais avant de le voir, il y a juste un truc de ok, ça va parler de, il va y avoir un enfant, il va y avoir
va y avoir 2 femmes. Voilà, on ne sait pas encore. Il y a une affiche suivante aussi qu'on avait sélectionnée. Alors celle-là, je la déteste. Ces jeux-là, mais vraiment, c'est l'affiche la plus moche que je puisse imaginer. La première affiche qu'on avait sur le porteur d'histoire, au tout début à Avignon, elle était magnifique. C'était en fait, à un moment dans le porteur d'histoire, il parle d'une famille, etc. Il parle de l'arbre calice, qui est le symbole des Lysistrate, et l'arbre calice, donc c'était un arbre en forme de calice. Donc notre première affiche, c'était ça, c'était un arbre en forme de calice, un peu façon grimoire. Je trouvais ça parfait parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. En sortant, ils disaient ah bah oui, c'est l'arbre calice. Et puis quand on a commencé au studio des Champs-Élysées, je crois qu'au Théâtre 13, on a eu une affiche qui était encore plus moche, mais parce qu'ils avaient leur propre graphiste. Et après, quand on a démarré au studio des Champs-Élysées, ils ont dit non, mais elle est un peu sombre, etc. Il faut un truc un peu plus lumineux. Et donc ils sont arrivés avec ce truc d'une main qui porte des histoires. Je suis là, genre, mais c'est nul, voilà. Et puis en fait, mais tout est nul. La typo, on dirait Pirates des Caraïbes. Enfin, on voit rien. Les acteurs, on voit rien. Moi, mon nom, on le voit pas du tout. Enfin, il y a vraiment un truc où rien ne marche. Ah bah ça, on est d'accord. Et pourtant, le spectacle, on est à sa 3000e représentation. Bah donc oui. en fait, à ce stade, on va pas changer l'affiche. Mais c'est ça le sujet. C'est-à-dire, même si jamais l'affiche est moche, Non, mais même moi- si jamais tu l'aimes pas, En fait, c'est au théâtre, ouais. c'est le spectacle qui prime. Et la plupart des affiches sont moches. Et c'est pas l'affiche qui fait le succès d'un spectacle. Et je trouve que c'est l'un des rares endroits où vraiment c'est l'œuvre qui prime. Et si le spectacle est vraiment bien, peu importe son affiche, peu importe son titre, peu importe, il y aura du bouche à oreille et les gens viendront. C'est pas possible au cinéma parce qu'en 24 heures, le destin il est scellé, quoi. Donc une affiche moche, ça peut condamner un film aussi, ça peut vraiment ne pas l'aider, quoi. Mais Il n'y a pas le temps que le bouche à oreille se mette en place. Mais limite, on a l'impression qu'il y a même une culture de l'affiche moche, comme si ça montrait que c'était du théâtre et justement pas du cinéma. c'est vrai. Comme Ouais, ça, mais c'est montrer une distinction. C'est pas tant une culture de l'affiche moche que ce qui compte au théâtre, c'est les informations. Ce qui compte, c'est l'information qu'on C'est ça. nous donne. Ça, Tout ça clair. une magnifique affiche graphiquement, mais où on n'arrive pas à lire. En fait, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on passe devant et qu'on fasse OK, c'est à tel théâtre, c'est à tel endroit, c'est telle personne, c'est tel machin, c'est noté. Vous êtes très réclame du coup, plus que. Oui, mais parce Publicité, que. quoi. Mais moi, souvent, j'ai eu ça. Je me souviens sur un spectacle que j'avais monté. Il y avait une première propale où c'était très graphique, etc. Je disais oui, mais j'arrive pas à lire, je vois rien en fait. Donc repartez à zéro, quoi. En fait, ça ne marche pas, quoi. Il y a que le rond-point qui peut se permettre un peu justement parce que. Le rond-point. Ouais, c'est un peu Ah, leur mais signature. ils ont leur C'est ça, graphique, c'est leur ils signature. ont leur graphiste associé. Donc il y a des théâtres qui ont leur graphiste associé, la Pépinière ont leur graphiste associé, etc. Donc ils ont une ligne charte graphique. Les producteurs, c'était une agence anglaise qui a fait ça, qui a fait plusieurs propales. Mais ça, je la trouve super aussi. Je pense que en fait, j'aime bien les affiches rouges, mais avec des rideaux. Ouais, c'est ce que j'adore. Non, je la trouve super parce que c'est subtil, c'est le cicaille, et puis le petit crotte de pigeon. Je trouve que ça marche bien. J'adore la typo. On l'a récupérée, on l'a mise d'ailleurs sur le fronton du théâtre de Paris. C'est limpide, quoi. Les producteurs, septembre 2020, avec les infos en dessous, il n'y a pas besoin de plus. Ça, encore horriblement moche. Je la déteste, cette affiche aussi. On dirait, je sais pas ce qu'on dirait, mais bref. Et pourtant, il y a un rideau rouge, mais bon, c'est le graphiste de la Pépinière. Au moins, c'est symbolique. Il y a ce qu'il faut, il y a des barreaux, il y a un truc, mais elle a aucun intérêt. Intramuros, on l'a monté à Lyon avec la même mise en scène, etc. Et là, ils ont pris une autre affiche que vous pourrez peut-être retrouver, qui est super belle avec juste les sièges, une petite lumière, un truc un peu violet, machin. C'est parfait, quoi. Celle-là, en fait, je trouve que même le texte, c'est difficile à lire. En fait, c'est plus un flyer qu'une affiche. Ouais, enfin bon, voilà. Après, je suis assez philosophe, hein. Moi, je dis ce que je pense, puis après, une fois que c'est parti, c'est pas ça qui compte, quoi. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien avoir une affiche que j'aime bien. Alors, on va passer à la dernière partie. Le temps défile à une vitesse hallucinante. Eh oui. Alors, on va passer à l'exécution. L'exécution, on va regarder, on a récupéré un extrait du projet qui va sortir, adapté au cinéma, une histoire d'amour. On a récupéré en fait des séquences, donc tu nous pardonneras, théâtre. Là, tu es dans une phase où tu as terminé le montage, c'est ça, du film ?
Oui, là c'est la pièce. Hein, Oui, soyons clairs. oui, tout à fait. Le film est en tournée d'avant-première là en ce moment et ça va sortir le 12 avril. Et alors, on a beaucoup parlé de l'avant, de la conception, de la mise en scène, du tournage, de la prod. Et cet espace-temps qui... La promo juste un petit peu avant que le film ne sorte, comment tu gères cette période qui... La promo. Ouais. Là c'est parti pour 2-3 mois de promo. Là, ça va être rock'n'roll. Quand on a la chance, en tout cas au cinéma, d'avoir une production correcte, en fait, l'idée c'est qu'on part en tournée, on fait une tournée d'avant-première, plus ou moins grande. En général, quand il y a très peu d'avant-première, c'est soit que les stars sont pas disponibles, soit que le film n'a pas un très bon bouche à oreille et donc on évite de le montrer trop. Et puis quand on se dit c'est un film qui est un petit film, puisque nous c'est un petit film, c'est pas une énorme production, mais qui a un bon potentiel de bouche à oreille, évidemment le but c'est de le montrer le plus possible pour pouvoir lancer cet éventuel bouche à oreille un peu partout en France. Donc voilà, donc pendant 2 mois, là, je vais partir un peu partout. Et puis, comment ça se passe ? On arrive dans une ville. Et puis, d'abord, je vais voir de la presse locale, soit moi et les actrices, en fonction d'eux. Et puis, on va parler du film. Et puis, ensuite, on va présenter le film à un public, leur dire voilà, bonne projection. Hop, le film démarre, nous on va manger, puis on revient à la fin et on va leur dire maintenant est-ce que vous avez des questions ? Et pendant 1 heure, si jamais ils ont beaucoup de questions ou un peu moins s'ils en ont moins, on répond à leurs questions qui sont en général exactement les mêmes, quelle que soit la ville. Et donc on va répéter le même processus, et d'ailleurs les questions des journalistes sont également les mêmes, et donc on va répéter le même processus X fois selon le nombre de villes, et à chaque fois en donnant l'impression que c'est la première fois qu'on entend ces questions. Bien sûr. Deux acteurs, donc ça va. Voilà. Et c'est ça la promo. Et après, encore une fois, s'il y a une bonne production, on va terminer par une semaine de promotion, on va dire à Paris, et puis avec des télés, tout ça, et puis si on a de la chance d'avoir des télés, et si vraiment il y a un peu de moyens, on va faire une journée de presse junket, où là on va être dans un hôtel et toutes les 15 minutes on va avoir soit une télé, soit un journaliste, soit un machin à qui on va répéter la même chose qu'on dit depuis 3 mois. Voilà. Les Américains sont très très forts là-dessus. Les stars américaines, quand ils sont payés, la moitié de leur cachet c'est pour le tournage et la moitié de leur cachet c'est pour la promo. Et ils font des mois de promo un peu partout. Ils parcourent le globe. Alors on a vu que sur les 3 mousquetaires, tu avais un rôle, un petit rôle. Est-ce que ce type de cinéma, en tant qu'auteur, etc., est-ce que ce type de cinéma t'attire ? C'est-à-dire, en tant qu'auteur ? Oui, est-ce que tu te dis, tiens, est-ce que je pourrais pas faire un scénario qui peut-être plus porté sur... Oui, Edmond, c'était époque, mais un truc d'action, quoi. Oui, un truc d'action. Ouais, ça pourrait complètement arriver, faut voir. Ouais. Parce que là, après Edmond, du coup, de faire le choix de faire, comme tu dis, un petit film, c'était quand même... Enfin, ça c'est courageux, parce que j'imagine qu'on aurait pu te proposer... t'aurais pu remballer sur quelque chose de plus... on m'a surtout proposé de faire... d'écrire autre chose, quoi. Non, mais moi, j'aime pas les projets de commande. J'aime pas les projets de commande. Souvent, quand on vient me voir en me disant genre, ok, j'ai un super projet pour toi, il faudrait que tu adaptes ce livre, que tu écrives le scénario et que du coup tu le réalises. Bon, que je fasse tout, quoi. Oui. Dans ce cas-là, je vais faire un truc qui est personnel et qui vient de ma propre envie, si ça vous dérange pas. Donc en général, et je pense que c'est le meilleur moyen de faire des choses bien, c'est d'avoir le luxe de pouvoir faire des choses qui viennent de ta propre envie. Mais oui, complètement. Moi, j'adore les films d'action, j'adore les films. J'adore plein de types de films, mais par contre, il faut juste que ça ait du sens, que j'ai quelque chose à apporter, quoi. Sinon, si c'est juste pour faire un film de plus, autant que ce soit quelqu'un qui en a vraiment envie ou qui en a vraiment besoin. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un remake, parce qu'il y a eu plein de 3 mousquetaires qui ont été portés à l'écran. C'est même un IP. Ok. Est-ce que l'idée d'un remake ou de refaire quelque chose que quelqu'un a déjà été fait, intellectuellement, c'est intéressant ou c'est un peu bis repetita, quoi ? Personnellement, ça m'intéresse pas particulièrement. En tout cas, si c'était le cas, ce serait pas vraiment un remake plutôt qu'un truc, revisiter le truc, quoi. Par exemple, le porteur d'histoire, je parle du Comte de Monte Cristo, etc. Mais c'est pas le Comte de Monte Cristo bis, quoi. J'adore le Comte de Monte Cristo. Si jamais demain on me disait est-ce que tu as envie de porter le Comte de Monte Cristo au cinéma, je dirais écoute, j'aimerais bien trouver une autre manière de le raconter que simplement raconter la même histoire.
Mais d'ailleurs, dans tes thèmes, il y a quelque chose de très méta. Souvent, le fait de parler du processus créatif, de parler de l'écriture, de la mise en scène. Ouais, mais je pense que justement, aujourd'hui, les scénarios, moi, qui me plaisent le plus et qui me stimulent le plus quand je vais voir des trucs au cinéma, c'est justement les choses qui ont plusieurs strates, quoi. Parce qu'on a un esprit qui est plus habitué à ça. Le film qui m'a le plus bouleversé, c'est Everything Everywhere All at Once cette année, et voilà, qui a 11 nominations aux Oscars, mais parce que au niveau du scénar, je trouve ça absolument incroyable. Et la série qui m'a le plus plu cette année, l'année dernière, c'est Undone, qui est une série animée en 2 saisons, et pareil, qui a un truc méta mais absolument dingue. Et moi vraiment, c'est la beauté du scénario qui me fascine. Vraiment, quand je vois un truc et que je me dis je pourrais pas faire ça, c'est au-delà de mes capacités intellectuelles, mais que ça se tient. Bah voilà, c'est ce qui me stimule le plus. Et donc j'aimerais bien, je pense que j'aimerais bien essayer de faire un truc un peu comme ça au cinéma, parce que c'est bien gentil de faire des adaptations de mes pièces, mais si une histoire d'amour se plante pas complètement, peut-être que j'imaginerais faire un autre film, et là pour le coup faire quelque chose ouais, une structure sur un peu multiverse, quoi, dans cet esprit-là, quoi. Eh bien, merci. Est-ce que c'est la fin? J'ai l'impression que c'est un petit peu la fin. C'est allé si vite. Donc, si jamais c'est allé vite, c'est qu'on a passé un bon moment. Un excellent moment. J'aimerais qu'on applaudisse Alexis. Merci beaucoup. Et du coup, on va passer aux questions. Mais oui, on va passer aux questions. Tu attends ça avec impatience. C'est mon moment préféré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer donc cette émission. On va clôturer en remerciant tout le monde, bien sûr, d'être là, évidemment, ce soir. On va remercier Elvis à la technique, Alexandre à la photo. On va remercier Margot qui a évidemment fait le go-between. On va remercier Pablo. On va remercier aussi Thomas. On va remercier les étudiants qui étaient derrière les caméras pour réaliser cette émission. Et puis on va te remercier une fois de plus, Alexis, de t'être prêté à cet exercice. Le mois prochain, on a donc une nouvelle Creative Talk. On a la date, on va vous la transmettre évidemment sur le campus Slack. Et puis on vous dit bonne soirée, à très bientôt. Puis nous on reste là encore pour papoter avec Alexis. Merci et à la prochaine fois.